Maria Callas, c'est partie 3 sur 6. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. On peut pas affirmer que les relations entre mère-fille étaient au beau fixe, ça c'est sûr et certain. Et en 1957, Callas, au cours d'un entretien télévisé, lorsqu'on le fera un peu connaître sous toute son enfance, les journalistes vont s'intéresser, surtout aux États-Unis, un certain Norman Ross lui demandera comment était son enfance. Et là, elle dira « À l'âge auquel les enfants devraient être heureux, je n'ai pas eu cette chance, j'aurais souhaité l'avoir. » Ça vous marque. Et elle est encore plus précise dans un journal qui s'appelle le Time Magazine, que j'ai retrouvé en fouinant à droite et à gauche. Et là, c'est terrible ce qu'elle dit. « Ma sœur était mince, belle et attirante, si bien que ma mère l'a toujours préférée à moi. J'étais un vilain petit canard, grosse, maladroite et mal aimée. Il est cruel pour un enfant de ressentir qu'il est laid et non désiré surtout. Je ne lui pardonnerai jamais de m'avoir volé mon enfance. Pendant toutes les années où j'aurais dû jouer et grandir, je chantais ou gagnais de l'argent. J'avais toutes les bontés pour elle et tout ce qu'elle me rendait était du mal. » Je vous invite à écouter pour illustrer La Mamma Morta, Maria Callas, l'opéra Andrea Chénier. Eh oui, La Mamma Morta, voilà. Cet extrait a été chanté Callas très jeune, et on sent la puissance déjà, et ce qu'elle vit déjà. Les legatos qu'elle arrive à avoir sont extraordinaires. Cette puissance vocale. Et quand je vous dis que quand on est à côté d'elle, j'étais à côté d'elle, le souffle, la force, la puissance qu'elle a eue, on ne chantait pas avec des micros à l'époque, hein, je vous rappelle. Oui, c'est vrai. Pourtant, certains biographes attestent qu'Evangelia semble avoir été, certaines, bien sûr, très dominatrice, mais avec une conviction que Maria pouvait réussir dans une carrière de cantatrice. Elle qui avait raté sa vocation d'actrice. Elle voulait être actrice d'ailleurs aux États-Unis. Elle avait été d'accord pour partir. Ce qui fait que le pécule dont je vous parlais et qu'avait amassé Georges pour monter une nouvelle affaire, elle l'a grignoté très très vite parce qu'elle est allée à droite à gauche et elle a été très réputée pour avoir toujours des tenues. On verra quand Athènes était occupée par les Allemands, etc. Et donc la mère fait travailler bien sûr Jackie, qui, elle, travaille très très bien à l'école, et Maria, fait surtout la musique. Qu'est-ce qu'elle fait aussi, notre Evangelia ? Elle demande à son mari d'acheter un gramophone, un phonographe, comme on dit à l'époque. Et puis, il y a quelque chose d'assez extraordinaire aux États-Unis, et que nous ne connaissions pas à l'époque, c'est le début des retransmissions à la radio des opéras qui sont donnés au Met. Et aujourd'hui, rappelez-vous, si vous aimez l'opéra ou les ballets, que c'est le Met qui a inauguré toutes les projections cinématographiques, enchaînées avec le London, etc., avant même que l'Opéra de Paris suive, mais très très peu. À cause des syndicats, malheureusement, les ententes n'ont jamais été, et on vient de le voir encore avec le départ de Gustavo Dudamel. On va se faire des copains, c'est bien. On va se faire des copains, voilà. Maria est très gourmande. On ne peut pas dire qu'elle est un vilain canard, mais elle est gourmande. Elle aime les bonnes choses et sa mère lui fait manger parce qu'elle dit que pour être une grande chanteuse, eh bien, il faut manger et notamment du sucre. Chose importante aussi, un piano entre dans le foyer et les premières leçons sont même données à domicile. Les deux filles chantent et rivalisent entre elles. Donc, voyez un peu le tableau. Et Maria, à 8 ans, en 1931, énonçait déjà, grâce à Evangelia, sur ses mémoires, que vous pouvez lire, puisqu'il y a plusieurs livres qui sont sortis avec Evangelia, qu'elle prend des cours de musique à l'école publique de Washington Heights
situés dans leur quartier. Elle chante aux remises de prix et se fait appeler la petite fille à la voix d'or. Et on comprend pourquoi, puisque l'extrait de musique que vous avez entendu, c'est dans ses débuts qu'elle chante ça. Elle prend de l'assurance, collectionne les compliments sur un petit carnet qu'elle gardera toute sa vie. Ce petit carnet a été exposé lors d'une exposition à l'Opéra sur Calas. Si Calas n'a jamais avoué sa satisfaction personnelle, elle ne le niera pas lors d'une interview. Quand je chantais, je sentais que j'étais vraiment aimé. Alors chanter est progressivement devenu le remède à mon complexe d'infériorité. On se demande pourquoi elle avait ce complexe d'infériorité, parce qu'en fin de compte, elle était douée d'une mémoire infaillible ainsi qu'une excellente oreille. Maria s'entraîne à chanter par-dessus les enregistrements de Lily Pons, la fameuse cantatrice Lily Pons, qui ne s'est fait jamais appeler la Lily Pons, soprano coloratour qui chantait l'air des clochettes. C'était une voix extraordinaire. Il y a des disques, 78 tours, mais qui sont remasterisés. C'était une façon de chanter, mais loin d'être ce que va devenir Calas et apporter ce qu'a apporté Calas dans l'interprétation. Par contre, une voix d'une facilité dans les vocalises, c'était Lily Pons. Elle commence à chanter des airs comme la Habanera de Carmen, qu'elle abordera bien plus tard, et qui, on ne peut pas forcément dire que ce sera la plus Carmen, la façon d'être la meilleure Carmen. Mais l'air de Titiana de l'Opéra de Mignon, par contre, d'Ambroise Thomas, jusqu'à lasser son entourage, confiera-t-elle plus tard. Elle s'évade, si on peut dire, dans la musique. On trouve trace d'une première audition radiophonique de Maria et de sa sœur Jackie qui se présentent à un concours de jeunes talents et chantent en duo. Alors, pour vous rappeler qu'on est dans l'époque de quoi ? Des enfants surdoués, comme Temple, Judy Garland, etc. On est en plein dans cette époque d'enfants que le cinéma montre sur grand écran, surtout Judy Garland, et on sait qu'elle a été la vie aussi de Judy Garland, elle a été loin d'être cette vie heureuse, etc. Blanche-Neige et compagnie. Ouais. Et Evangelia, donc la mère de Maria, s'improvise comme impresario et met toute sa volonté pour transformer le vilain petit canard, selon les propres mots de Maria, en un cygne au chant ensorcelant. Et oui, ce vilain petit canard, ça l'a marqué. Elle en parlera toute sa vie à des gens qui lui ont dit attendez, vous vous rendez pas compte, puisqu'elle elle devient l'icône, la femme la plus abîmée au monde. Elle est Kiki, qui sera, on verra qui est-elle, qui a fait tous ses costumes de scène et tout, dira qu'elle est passée de la façon d'une démonstration de paysanne à la femme la plus élégante du monde. Elle a fait les premières pages de tous les journaux, Vogue, etc. C'est énorme. Son appétit de considération sociale et d'aisance bourgeoise qu'a trompé un mariage raté, je veux parler bien sûr de la mère d'Evangelia, c'est difficile. Et en fin de compte, Maria ne trouve pas vraiment beaucoup de choses à pardonner à sa mère, malgré que celle-ci lui apporte une certaine aide. On ne peut pas dire que c'est la mauvaise mère, la marâtre comme Blanche-Neige ou autre. Par contre, ce qui sauve Maria, c'est sa curiosité. Elle est avide de connaissances. Elle pense qu'à s'instruire, se préparer à un bon métier et, à la star de beaucoup de ses compatriotes grecs, à chanter et à essayer d'être reconnue.